Le bruit des talons de Cécile claquant sur le linoléum du tribunal était le seul son que j'entendais. Mis à part les battements paniqués de mon propre cœur, j'étais là, assise, mon tailleur impeccable et mes cheveux châtains parfaitement coupés, mais à l'intérieur, c'était la tempête. Devant moi, la juge Myers, les lunettes sur le nez, parcourait des documents. Comment en étais-je arrivé là, moi, Marie, qui, il y a quelques semaines encore, coupait des poivrons dans ma cuisine, persuadé que ma vie était normale. Il y a peu de temps, c'était un vendredi après-midi, un jour qui aurait dû être un soulagement après une semaine. Julien était rentré tôt, très tôt, trop tôt. Le bruit d'une valise Louis Vuitton, une lourde valise, frappant le parquet avait retenti comme un coup de fusil, non pas posé mais lancé. Je m'étais figé, la main suspendue au-dessus de mes poivrons, à moitié coupés sur l'îlot de marbre. Mon cœur martelait mes côtes, une cadence affolée. Julien se tenait là, dans l'embrasure de la cuisine, le visage rougi, la cravate desserrée, les yeux froids. Plus froids que je ne les avais jamais vus en 12 ans de mariage. Julien, avais-je murmuré, le couteau tremblant dans ma main. Qu'est-ce qui se passe? Tu es rentré en avance. C'est fini, Marie, avait-il dit, sa voix terrifiante de calme. Il s'était approché, avait saisi mon sac sur le comptoir et l'avait jeté vers la valise près de la porte d'entrée. J'en ai marre de faire semblant que ça marche. Marre de l'ennui. Marre de toi. J'avais cligné des yeux, le monde basculant sur son axe. Fini? On parlait encore de réserver ce voyage à Saint-Barth pour notre anniversaire hier. De quoi diable parlait-il? Je parlais de Saint-Barth. Toi, tu parlais de contraintes budgétaires, avait ricané Julien. Il avait consulté sa Rolex, un cadeau que j'avais économisé pendant 2 ans pour son 40e anniversaire. Tu as 30 minutes pour prendre tes affaires essentielles. Tout ce que tu laisses ira à la Croix-Rouge demain. Une blague? C'était une blague, forcément. J'avais posé le couteau, essuyé mes mains sur mon tablier. Je m'étais approché de lui, tendant la main pour toucher son bras. « Julien, chéri, tu es stressé par la fusion? C'est le comte Dubois. » Il avait reculé de mon contact comme si j'étais contagieuse. « Ce n'est pas le comte Dubois, c'est Sophie. » Le nom était resté suspendu dans l'air, aspirant l'oxygène de la pièce. « Sophie. »« Sophie ?» y avais-je répété, ma voix à peine audible. Son assistante de direction, celle qui venait juste d'être diplômée. Elle n'est pas qu'une assistante, Marie. Elle est l'avenir. Elle est tout ce que tu as cessé d'être il y a 5 ans, amusante, vivante, pertinente. Julien s'était dirigé vers le meuble à liqueur et s'était versé un scotch, sans m'en proposer une goutte. Elle emménage ce soir, c'est pourquoi tu dois être parti. La brutalité de la situation m'avait coupé le souffle. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. C'est ma maison aussi. J'ai payé pour la rénovation de la cuisine. Mon nom est sur le compte joint qui paye le prêt. Julien avait ri, un son sec, aboyant. « Oh, Marie, douce et naïve Marie, tu te souviens il y a 3 ans, quand j'ai réorganisé nos actifs pour des raisons fiscales, quand j'ai transféré l'acte de propriété de cette maison à Miller Global Ventures LLC? » Mon estomac s'était tordu. Je me souvenais. Il m'avait apporté une pile de papier, m'avait dit que c'était pour nous protéger des poursuites, et j'avais signé sans lire les petits caractères. Je lui avais fait confiance. C'était mon mari. Je suis le seul gérant de Miller Global Ventures, avait dit Julien en sirotant son scotch. Techniquement, tu es une invitée dans une propriété d'entreprise et ton bail vient d'être résilié. La porte d'entrée s'était ouverte. Le son de la pluie crépitait de l'extérieur, humide et froid. Clic, clac, clic, clac. Des talons sur le parquet. Je m'étais retourné pour voir Sophie, debout. Elle ressemblait à une mannequin de catalogue. Brushings parfaits, jupe en cuir moulante, tenant une boîte d'affaires personnelle. Elle m'avait regardé, non pas avec sympathie, mais avec une pitié triomphante. « Salut, Julien », avait dit Sophie,
sa voix aiguë et sucrée. Elle ne m'avait même pas remarqué. Le déménageur apporte mon vélo elliptique. Où doit-il le mettre? Mets-le dans la chambre d'amis, avait dit Julien, ses yeux fixés sur moi. Ou mieux encore, la chambre principale. Nous aurons besoin de l'espace une fois que le désordre de Marie sera parti. Un cri primal s'était formé dans ma gorge, mais le choc m'avait paralysé. J'avais regardé mon mari, puis la femme dans mon entrée. Le manque de respect était total, absolu. Tu l'amènes ici maintenant, pendant que je suis encore debout là? Avais-je demandé, les larmes débordant enfin. Je te l'ai dit. Julien avait de nouveau consulté sa montre. Il te reste 25 minutes. Tout ce qui n'est pas dans ta voiture à 18 heures sera jeté sur la pelouse, et il pleut. Marie, je me dépêcherai. J'avais regardé la cuisine que j'aimais, la cuisinière française que j'avais choisie, le petit coin où je buvais mon café chaque matin. Puis j'avais regardé Julien, l'homme que j'avais soigné pendant la grippe, l'homme que j'avais soutenu quand il n'était qu'un jeune analyste fauché. Je n'avais pas crié, je n'avais rien cassé. Un étrange calme glacé m'avait envahi. C'était le calme de quelqu'un qui réalise qu'elle n'a plus rien à perdre. D'accord, avais-je dit doucement. Julien avait semblé surpris. Il voulait une bagarre. Il voulait que je le supplie. D'accord, avait-il demandé. Je vais prendre mes affaires. J'avais dépassé Sophie, ignorant son sourire narquois, et j'étais monté à l'étage. Je n'avais pas tout emballé. J'avais pris mes bijoux, y compris les pièces que je m'étais offertes, mon ordinateur portable, mon passeport et mes vêtements. J'avais pris le dossier de documents dans le coffre-fort du placard, certificat de naissance, déclaration de revenus, les papiers que j'avais signés il y a 3 ans. À 10h58, j'avais roulé 2 valises jusqu'à la porte d'entrée. Julien et Sophie étaient déjà sur le canapé, flûte à champagne à la main. Les clés avaient exigé Julien, tendant la main sans se lever. J'avais retiré la clé de la maison de mon trousseau et l'avais laissée tomber sur la table basse. Elle avait atterri avec un lourd cliquetis. « Au revoir, Julien, avais-je dit. Je n'avais pas regardé Sophie. « Ne nous appelez pas, nous vous appellerons. En fait, mon avocate vous appellera. » Julien avait ricané. « Conduis prudemment, les routes sont glissantes. » J'étais sorti sous la pluie battante. J'avais hissé mes valises dans le coffre de ma Honda Accord 2018, la voiture qu'il me faisait conduire tandis qu'il roulait dans Porsche. Assise au volant, trempé jusqu'aux os, j'avais regardé les lumières de ma maison, notre maison, briller chaude et dorée. À travers la fenêtre, j'avais vu Julien se pencher et embrasser Sophie. J'avais serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je n'avais pas démarré la voiture immédiatement. J'avais fixé la maison. Miller Global Ventures LLC, avais-je murmuré, la pluie martelant le toit. Nous verrons ça. J'avais enclenché la vitesse et m'étais enfoncé dans l'obscurité. Le panneau néon du motel de l'Étoile clignotait de manière sinistre. La lettre M était grillée, le faisant lire « Hôtel de l'Étoile ». C'était à 3 villes de là, assez loin pour que personne du country club ne voie ma voiture garée devant. La chambre 104 sentait la cigarette froide et le désodorisant citronné. Je m'étais assise sur le bord du matelas informe, mes vêtements mouillés collés à ma peau. Il était 3 heures du matin, mais je ne pouvais pas dormir. J'avais 74 € dans mon portefeuille. Mes cartes de crédit, celles liées au compte principal de Julien, avaient été refusées lorsque j'avais essayé de m'enregistrer. Il m'avait coupé avant même que j'atteigne l'autoroute. J'avais dû utiliser ma carte de débit d'urgence, celle connectée à un petit compte personnel que je gardais pour les courses. Je me sentais stupide, c'était l'émotion dominante. Pas le chagrin, pas la colère, mais un sentiment écrasant de stupidité. J'avais été la bonne épouse, je m'étais faite petite pour qu'il puisse se sentir grand. Et voici ma récompense. J'avais ouvert le dossier que j'avais pris du coffre-fort. Sous la lumière crue de la lampe du motel, j'avais étalé les documents sur le couvre-lit bon marché. Miller Global Ventures LLC, contrat d'exploitation, acte de fiducie, cession d'hypothèque.
Je n'étais pas avocate. J'étais une ancienne graphiste qui avait tout arrêté pour gérer la vie de Julien. Mais je n'étais pas illettré. J'avais commencé à lire. Julien avait été arrogant. Il m'avait dit qu'il avait transféré la maison à la LLC pour des raisons de responsabilité, et c'était vrai. Mais Julien était aussi avare. Pour économiser de l'argent sur les frais juridiques, Julien n'avait pas fait appel à un cabinet haut de gamme pour le transfert. Il avait utilisé un service de modèle en ligne, remplissant les blancs lui-même et faisant apposer un tampon par un notaire mobile. Mes yeux avaient parcouru les pages jusqu'à ce qu'ils me piquent. Je ne savais pas ce que je cherchais, juste que j'avais besoin d'une bouée de sauvetage. À 7 heures du matin, mon téléphone avait vibré. C'était Cécile. Cécile était ma meilleure amie de l'université. Elle était aussi une avocate féroce spécialisée dans les divorces, bien que Julien m'ait toujours interdit de la déranger avec nos affaires. J'ai vu ton texto. La voix de Cécile était vive, bien éveillée. Je suis à mon bureau, viens tout de suite. Ne passe pas par la case départ. Arrive. 40 minutes plus tard, j'étais assise dans un fauteuil en cuir moelleux dans un bureau en hauteur au cœur de Paris. Je ressemblais à une épave. Pas de maquillage, cheveux frisottés par la pluie, vêtu de mes jeans de la veille. Cécile, impeccable dans un tailleur pantalon bleu marine, feuilletait les documents que j'avais apportés. Elle n'avait pas parlé pendant 5 minutes. Le silence était angoissant. Finalement, Cécile avait levé les yeux. Elle avait enlevé ses lunettes. « Marie » avait dit Cécile, un lent sourire prédateur se répandant sur son visage. « Julien est un idiot. » J'avais cligné des yeux. C'est un narcissique, Cécile. Mais il n'est pas stupide, c'est un vice-président financier. C'est un radin, Cécile avait corrigé, et il se croit plus malin que tout le monde. C'est une combinaison dangereuse. Cécile avait fait tourner le document. Regarde ça, c'est le contrat d'exploitation de Miller Global Ventures LLC, la société qui possède ta maison. D'accord, il en est le seul membre. Il m'a dit qu'il était le seul membre. Cécile avait hoché la tête. Cependant, regarde la clause 14B concernant les apports en capital et le service de la dette. J'avais plissé les yeux face au jargon juridique. Je ne comprends pas. Quand Julien a transféré la maison à la LLC, la banque a exigé un garant car la LLC n'avait pas d'historique de crédit. La LLC a techniquement acheté la maison à toi et Julien. D'accord. Mais la LLC n'avait pas de liquidité, alors la LLC a émis un billet à ordre. Essentiellement, l'entreprise doit une dette aux propriétaires originaux pour la valeur nette de la maison. C'est toi et Julien. Cécile avait pris un surligneur et l'avait passé sur un paragraphe. Voici le clou. Julien a tout mis en place. Donc, la LLC doit au Miller 400 000 €, la valeur que vous aviez dans la maison au moment du transfert. Mais il a bâclé la définition du créancier. Il a désigné le créancier comme le porteur de ce billet. Il ne s'est pas nommé spécifiquement parce qu'il voulait pouvoir négocier la dette s'il avait besoin de cacher de l'argent plus tard. Ma tête tournait. Cécile en français, s'il te plaît. Cécile s'était penchée en avant, ses yeux brillants. La LLC doit 400 000 €. Elle n'a jamais payé cette dette, n'est-ce pas? Non, c'est juste du papier. C'était juste du papier. Mais ce billet, Cécile avait tapoté un épais morceau de papier crème avec un sceau doré, est un instrument au porteur. Celui qui détient physiquement ce morceau de papier possède la dette et en ce moment, il est dans ta main. J'avais regardé le papier. Donc, la société qu'il possède me doit de l'argent? Mieux, Cécile avait dit. L'accord stipule que si la LLC ne parvient pas à effectuer des paiements d'intérêt sur cette dette pendant plus de 24 mois, le porteur du billet peut exiger le remboursement immédiat de l'intégralité du prêt. Si la LLC ne peut pas payer, le porteur du billet peut saisir les actifs de la LLC. La maison? J'avais soufflé. La maison, Cécile. Cécile avait confirmé. Il y a combien de temps que ça a été signé? 3 ans. La LLC t'a-t-elle déjà payé des intérêts? Non. Julien a dit que c'était tout interne, l'argent d'une poche à l'autre.
Cécile avait claqué sa main sur le bureau, triomphante. Exactement. Il est devenu paresseux. Il n'a pas transféré l'argent parce qu'il pensait contrôler les deux poches. Mais tu as pris le billet physique dans le coffre-fort. Tu es le porteur. Tu es la créancière. Cécile avait pris son téléphone et avait composé le numéro de son assistante juridique. Rédige-moi les documents de saisie en urgence. Nous allons attaquer Miller Global Ventures. Elle m'avait regardé. Il t'a expulsé de la maison, Marie. Mais il a oublié qu'il ne possède pas techniquement la maison. Une entreprise le fait. Une entreprise qui est actuellement en défaut de paiement massif envers toi. J'avais ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. La peur s'évaporait, remplacée par une froide et dure détermination. « Qu'est-ce qu'on fait ?» avais-je demandé. « Nous ne demandons pas le divorce tout de suite », avait dit Cécile, sa voix tombant en un murmure conspirateur. « Cela prend trop de temps. Juge, médiation, pension alimentaire. Ennuyeux, non. Nous agissons en tant que créanciers. Nous réclamons la dette. Nous lui donnons 48 heures pour payer 400 000 € plus les intérêts. Il n'a pas ça en espèces, avais-je dit rapidement. Il vient de tout mettre dans les cryptos et ce stupide bateau qu'il garde à la marina. Il est illiquide en ce moment. C'est pour ça qu'il ne m'a pas laissé réserver le voyage à Saint-Barth. Parfait, Cécile avait souri. Alors nous déclenchons la clause de défaut. Nous saisissons la garantie. Je m'étais assise, j'imaginais le visage de Julien, j'imaginais le sourire narquois de Sophie. Mais j'ai besoin d'argent pour vivre, Cécile. Il a coupé mes cartes. Je ne peux pas te payer. Cécile avait agité la main de manière dédaigneuse. Pro bono, pour la pure joie de voir Julien Miller pleurer. Mais tu as besoin de fonds de fonctionnement. Ta tante Marguerite ne t'a-t-elle rien laissé? Une fiducie? Je crois que oui, avais-je balbutié. Mais Julien disait toujours que c'était peu. Il disait que ça ne valait pas la paperasse d'y accéder avant que j'aie 50 ans. Cécile avait levé les yeux au ciel. Julien ment, Marie. Appelons l'exécuteur. Qui est-ce? Monsieur Dupont, un vieil homme. Son bureau est rue Royale. James Dupont, Cécile avait sifflé. Il ne gère pas les petites fiducies. Allons lui rendre visite. Le bureau de Monsieur Dupont était une capsule temporelle d'acajou et de cuir, sentant le vieux papier et le tabac à pipe. Monsieur Dupont lui-même avait 80 ans, avec des sourcils qui ressemblaient à des chenilles frénétiques. Il avait été l'avocat de ma tante Marguerite pendant 40 ans. Il m'avait regardé par-dessus ses lunettes, puis avait regardé Cécile. « J'attendais que vous veniez, Marie », avait grommelé Dupont. « Je vous attendais il y a 3 ans. » J'étais assise sur le bord du fauteuil de velours, mais tordant les mains sur mes genoux. Il y a 3 ans, Julien m'a dit que la fiducie était compliquée. Il a dit que ce n'était qu'environ 50 000 € et que je ne pouvais pas y toucher avant mes 50 ans sans d'énormes pénalités fiscales. Il a dit que nous devrions la laisser là. Le visage de Dupont s'était assombri. Il avait ouvert un épais dossier sur son bureau. « Monsieur Miller », avait craché Dupont, le nom comme une insulte. « Votre mari m'a appelé 6 fois le mois suivant le décès de Marguerite. Il a essayé de prétendre qu'il avait une procuration. Il a essayé de prétendre qu'il était le gestionnaire financier de votre succession. Je lui ai dit sans équivoque que la fiducie de Marguerite était une fiducie distincte, conçue spécifiquement pour éloigner les conjoints cupides. « Alors combien il y a dedans ?» avais-je demandé, ma voix tremblante. « Est-ce suffisant pour couvrir quelques mois de loyer pendant que je cherche un emploi? » Dupont avait enlevé ses lunettes et les avait nettoyées lentement. « Marie, votre tante Marguerite était l'une des premières investisseuses d'une petite entreprise de café ici, à Paris, dans les années 80. Elle n'a jamais vendu les actions. » Il avait poussé une seule feuille de papier sur le bureau. J'avais regardé le chiffre. J'avais cligné des yeux. J'avais regardé à nouveau. J'avais compté les virgules. 245 000 €, avais-je murmuré. Cécile avait laissé échapper un léger sifflement. « Merde, Marie, tu n'es pas seulement solvable. Tu es riche. » Julien m'a dit que c'était 50 000.
J'avais répété la trahison qui me frappait d'une nouvelle vague nauséabonde. Il savait. Il savait que j'avais des millions ici et il me faisait couper des coupons. Il me faisait le supplier pour de l'argent pour acheter un manteau d'hiver. Contrôle, Cécile avait dit, ses yeux durs. Si tu avais su que tu avais cet argent, tu n'aurais pas eu besoin de lui. Et Julien a besoin d'être nécessaire. Il a besoin d'être le grand homme. Puis j'y accédé, avais-je demandé à Dupont. C'est votre argent, ma chère. Actif liquide. Vous pouvez repartir d'ici avec un chèque de banque aujourd'hui. Je m'étais assise, sentant le changement dans la pièce. L'air était plus léger. Pour la première fois depuis une décennie, le poids écrasant de la dépendance financière avait disparu. Je n'étais plus une femme au foyer rejeté. J'étais une femme avec un trésor de guerre. Monsieur Dupont, avais-je dit, ma voix stable. J'ai besoin d'un chèque de 100 000 euros. Maintenant, transférez le reste sur un nouveau compte dont Julien Miller n'a pas connaissance, moi-je dit. Fait, Dupont avait souri. Alors qu'elle sortait du bâtiment sous la bruine, Cécile m'avait attrapé par le bras. D'accord, la phase 1 est terminée. Tu as l'argent pour survivre. Maintenant, nous exécutons la phase 2. Mais d'abord, Cécile m'avait regardé de haut en bas, grimaçant devant mon imperméable trop grand et mes baskets usées. Tu ne peux pas détruire Julien en ressemblant à un chien triste et mouillé. Si tu veux être la nouvelle propriétaire de Miller Global Ventures, tu dois ressembler à une patronne. Je ne veux pas dépenser d'argent pour des vêtements, Cécile. Je veux récupérer ma maison. C'est une guerre psychologique, Marie. Quand Julien te reverra, il devra voir ce qu'il a jeté. Il doit être intimidé. Nous allons faire du shopping. Les 4 heures suivantes furent un tourbillon de boutiques de luxe. Marie, dopée à l'adrénaline et au choc de sa nouvelle réalité, ne s'était pas retenue. Elle avait acheté un tailleur crème sur mesure qui coûtait plus cher que sa première voiture. Elle avait acheté des talons en cuir italien qui claquaient avec autorité. Elle était allée dans un salon de coiffure où ses cheveux gris et ternes avaient été teints d'un châtain riche et vibrant et coupés en un carré net et moderne. Quand elle s'était regardée dans le miroir, elle n'avait pas reconnu la femme qui la fixait. La Marie fatiguée et apologétique avait disparu. Cette femme avait l'air dangereuse. « Parfait », Cécile avait dit, debout derrière mon reflet. « Maintenant, allons allumer le feu. » Cécile avait sorti son téléphone. J'ai rédigé l'avis de défaut et la demande de paiement. Mon huissier, un homme charmant du nom de Rocher, qui ressemble à un distributeur automatique avec des jambes, est prêt. On ruine la journée de Julien? J'avais ajusté mon blazer. Envoie-le. Moment. Je dois faire une petite pause ici. Tout ça, cette spirale, ce retournement, était tellement dingue que même maintenant, j'ai du mal à y croire. Je veux dire, on parle de la vie de tous les jours, de la routine d'un couple qui semblait stable, non? Et puis, paf, tout s'écroule et la justice, ou du moins le système, commence à travailler de manière inattendue. Ce n'était pas juste un mari qui me quittait, c'était un système que j'avais cru comprendre qui me trahissait. Ou plutôt, que Julien avait manipulé en croyant qu'il me connaissait si bien qu'il pourrait anticiper chacun de mes pas. C'est ça qui est dingue. On pense connaître les gens, leurs limites, leurs faiblesses, et on se trompe totalement. Est-ce qu'on se trompe sur les autres ou sur soi-même? Un peu des deux, j'imagine. Il y a quelques mois, j'aurais trouvé tout ça tellement absurde que j'en aurais ri. Mais là, c'était ma vie. Retour à l'action. Julien Miller passait un excellent mardi. Il était parti du travail tôt pour rencontrer la décoratrice d'intérieur que Sophie avait embauchée. Il était assis sur le canapé en cuir moelleux de son salon, sirotant un espresso. Sophie se promenait, tenant des échantillons de tissu, montrant du doigt avec dédain les anciens rideaux de Marie. « Il faut se débarrasser de tout ce beige », avait dit Sophie, agitant une main vers les murs. « C'est tellement déprimant. Je veux des gris froids, minimalistes, et ce vieux fauteuil dans le coin, à la poubelle. Tout ce que tu veux, ma chérie. » Julien avait souri.
Il se sentait léger, libre. Marie avait été un poids constant, toujours à s'inquiéter, toujours à poser des questions, toujours là. Sophie était simple. La sonnette avait retenti. J'y vais, avait gazouillé Sophie. Elle avait ouvert la porte, révélant un homme qui occupait la majeure partie de l'encadrement de la porte. Il portait un coupe-vent bon marché et tenait une enveloppe Kraft. « David Miller !» avait grogné l'homme. « Il est dans le salon », avait dit Sophie, l'air confuse. « Qui êtes-vous » L'homme était passé devant elle, l'ignorant complètement. Il s'était dirigé vers Julien et avait laissé tomber l'enveloppe sur la table basse, juste au-dessus des échantillons de tissu de Sophie. « Vous avez été signifié », avait dit l'homme. « Miller Global Ventures LLC, signé ici. » Julien avait froncé les sourcils. « Signifié » Ce sont déjà les papiers du divorce. Marie va vite, avait-il gloussé, prenant un stylo. Désespéré pour sa pension alimentaire, je suppose. Il avait griffonné sa signature. L'homme avait pris le reçu et était parti sans un mot. Julien avait déchiré l'enveloppe. Il s'attendait à une requête standard en dissolution de mariage. Au lieu de cela, il avait sorti un épais document avec une couverture rouge. Avis de défaut et accélération de la dette à Julian Miller, membre gérant Miller Global Ventures LLC, du porteur du billet à ordre numéro 001. Le créancier réclame le paiement immédiat de 400 000 € en capital plus 84 320 € d'intérêts courus. Le sourire de Julien avait faibli. Il avait parcouru le document. Conformément à la clause 14B du contrat d'exploitation, l'absence de paiement d'intérêt pendant 24 mois consécutifs, le créancier exerce par la présente l'option d'accélérer le montant total du prêt. Montant total du 454 320 €. Date limite de paiement 48 heures à compter de la réception de cet avis. Le non-paiement entraînera une procédure de saisie immédiate et la saisie de l'adresse de la propriété de garantie. 42 rue des Chênes. « Qu'est-ce que c'est ?» avait demandé Sophie, se penchant par-dessus son épaule. « Elle demande le chien ?»« Tais-toi » avait claqué Julien. Son cœur avait commencé à s'emballer. Il avait lu le bas de la page. Le cabinet d'avocats répertorié comme représentant le créancier était Sterling et associé Cecil Sterling, l'ami de Marie. « Non » avait murmuré Julien. « Non, non, non. Ce n'est pas juste. » Il avait saisi son téléphone et avait composé le numéro de son avocat d'affaires, Pierre. « Pierre, je viens de recevoir une notification. Marie ou son avocate, elle réclame le billet sur la maison. » Pierre avait semblé s'ennuyer. « Le billet? Tu veux dire le genou-doigt interne pour la LLC? » « Julien, ce n'est que du papier. Tu possèdes la LLC. Tu ne peux pas te devoir de l'argent. » « C'est le problème, Pierre. Je n'ai pas écrit mon nom sur le billet. Je l'ai fait au porteur pour pouvoir le transférer si j'étais poursuivi personnellement. Je l'ai laissé dans le coffre-fort. Marie a dû le prendre. » Un long silence s'était fait à l'autre bout de la ligne. Le ton ennuyé avait disparu. « Tu as fait quoi ?» avait demandé Pierre, sa voix montant. « Julien, dis-moi que tu n'as pas laissé un titre au porteur d'une valeur d'un demi-million d'euros dans un coffre-fort non verrouillé. » Je ne pensais pas qu'elle saurait ce que c'était. C'est une femme au foyer, Pierre. Elle lit à peine les factures d'électricité. Si elle a la possession physique du billet et que tu n'as pas payé les intérêts, ce que je suppose que tu n'as pas fait, elle peut saisir. Elle peut prendre la maison. La LLC a-t-elle la liquidité pour payer les 484 000 € tout de suite? Julien avait regardé Sophie, qui faisait la moue après avoir été priée de se taire. Il avait pensé à ses comptes bancaires. Il venait d'acheter le bateau. Il venait de verser un acompte sur la nouvelle Porsche pour Sophie. Ses réserves de trésorerie étaient peut-être de 60 000 €. Il ne pouvait pas liquider ses actions assez rapidement sans d'énormes pénalités, et même cela prendrait 3 jours pour se réaliser. Je ne peux pas avoir cet argent en 48 heures, avait balbutié Julien. On peut retarder, déposer une injonction. Pour quel motif? Pierre avait soupiré.
Le contrat est clair. Tu l'as écrit, Julien. Tu l'as signé. Tu es en défaut. Si tu ne payes pas, elle possède les actifs de la LLC. Elle possède la maison. Julien avait raccroché. La pièce était soudainement devenue très petite. Qu'est-ce qui ne va pas? Avait demandé Sophie, sentant le changement d'atmosphère. Elle essaye de prendre la maison, avait murmuré Julien, fixant le papier. Elle veut un demi-million d'euros d'ici jeudi, ou elle prend la maison. Eh bien, paie-la, avait dit Sophie, levant les yeux au ciel. Tu es riche. Je ne suis pas liquide, avait rugi Julien, jetant les papiers sur le sol. Je ne peux pas juste faire apparaître un demi-million en espèces. Il devait réparer ça. Il devait la manipuler. Cela avait toujours fonctionné avant. Marie était douce. Marie l'aimait. Marie s'effondrerait s'il lui parlait simplement. Il avait composé le numéro de Marie. Bip, bip, bip. Le numéro que vous avez composé n'accepte pas les appels de ce numéro. Bloqué. Il avait essayé d'appeler depuis le fixe de la maison. Bloqué. Il avait attrapé le téléphone de Sophie. « Hey !» avait-elle protesté. Il avait composé le numéro de Marie. Ça avait sonné. Une fois, deux fois. Bonjour, la voix de Marie. Calme, froide. Marie, c'est Julien, avait-il dit, forçant sa voix en un baryton doux et raisonnable. Pose le téléphone de Sophie. Je sais que c'est toi. Bonjour, Julien, avait dit Marie. Elle ne sonnait pas comme elle-même. Elle semblait occupée. Je suis en réunion. C'est à propos du paiement? Marie, arrête ça. C'est ridicule. Tu ne peux pas saisir la maison de ton propre mari. C'est une erreur administrative. Ce n'est pas une erreur administrative, Julien. C'est un contrat. Tu aimes les contrats. Tu te souviens, tu m'as dit de les signer. Marie, chérie, écoute. Je sais que tu es blessée. Je sais que j'ai mal géré les choses, mais ne faisons pas sauter nos finances. Viens me rencontrer. Prenons un dîner. On peut trouver un arrangement. Je ne veux pas dîner, avait dit Marie, et je ne veux pas d'arrangement. Alors qu'est-ce que tu veux? Avait exigé Julien, perdant son sang-froid. Tu veux que je te supplie? Je veux 320 € virés sur le compte indiqué dans l'avis avant 17 heures, jeudi, avait dit Marie, ou je veux les clés. Tu ne peux pas faire ça, j'ai des droits. Je vais traîner ça en justice pendant des années. En fait, avait dit Marie, Cécile me dit que parce que la LLC est une entité commerciale et non une personne, il n'y a pas de protection de propriété. C'est une saisie commerciale. C'est très rapide. Parle à Pierre. Je suis sûr qu'il te l'explique. Marie, s'il te plaît. La voix de Julien s'était brisée. Il avait regardé autour de lui dans le salon d'où il venait de la chasser. Sophie emménage. Ses affaires sont là. Oh, avait dit Marie, et il pouvait pratiquement entendre le sourire dans sa voix. C'est malheureux pour elle. Dis-lui de garder ses affaires emballées. Au revoir, Julien. La ligne avait coupé. Julien avait fixé le téléphone. Pour la première fois de sa vie, il avait vraiment peur. Il avait regardé Sophie, qui le regardait avec un mélange de confusion et de dégoût. La dynamique de pouvoir avait changé. Il n'était plus le pourvoyeur. Il était un homme debout dans un château de cartes, et Marie venait d'allumer le ventilateur. Le mercredi fut un tourbillon d'humiliation pour Julian Miller. Il était assis dans le bureau aux parois de verre de son banquier privé, un homme nommé Greg, avec qui il jouait au golf depuis 5 ans. Greg lui offrait habituellement du scotch. Aujourd'hui, Greg ne lui offrait rien d'autre qu'une grimace compatissante. « Je ne peux pas autoriser un prêt relais sur les actions, Julien, » avait dit Greg en tapotant son clavier. « Le marché a chuté hier. Votre portefeuille est en baisse de 12%. Si vous liquidez maintenant entre les impôts et les pénalités, vous récupérerez peut-être 200 000 €. Ce n'est pas suffisant pour couvrir la demande de 454 000 €. Alors prête-moi la différence, avait supplié Julien, des perles de sueur sur son front. Mon salaire est de 300 000 € par an. Je suis solvable. Votre ratio d'endettement est trop élevé, avait dit Greg, tournant l'écran pour que Julien puisse voir.
Vous avez le leasing de la Porsche, le prêt du bateau, les cartes de crédit et maintenant cette potentielle litige. La conformité ne touchera pas à ça. Je suis désolé. Julien était sorti de la banque ayant l'impression que le sol se dissolvait sous ses pieds. Il avait appelé ses amis, les gars avec qui il buvait, les gars à qui il se vantait. « Salut Paul, petite question. Je suis un peu à court de liquidité. » Clic. « Tom, mon pote, écoute, j'ai une opportunité d'investissement massive, mais j'ai besoin d'argent rapidement. » « Désolé Julien, je fais construire une piscine cet été. Je ne peux pas aider. » Le jeudi matin, l'atmosphère dans la maison de la rue des Chênes était toxique. Sophie arpentait le salon, faisant et défaisant une boîte de chaussures. « C'est insensé, Julien, » avait-elle claqué. « Mes amis demandent quand est la pendaison de crémaillère. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Que ton ex-femme nous mette à la porte. » « Elle ne nous met pas à la porte, » avait crié Julien, claquant sa main sur l'îlot de granit. « Elle bluffe. C'est une tactique de négociation. Elle veut que je revienne en rampante. »« Eh bien, peut-être que tu devrais, » avait hurlé Sophie, « parce que je n'ai pas signé pour être sans abri, Julien. Tu m'as dit que tu possédais tout. Tu m'as dit qu'elle n'était personne. Elle n'est personne. Elle écoute cet avocate requin de son ami. » Julien avait passé le jeudi après-midi à boire du whisky et à attendre que le téléphone sonne. Il était convaincu que Marie appellerait à 6h59. Elle offrirait un compromis. Elle demanderait à rentrer à la maison. Il l'autoriserait gracieusement, à condition qu'elle accepte la présence de Sophie. Il avait préparé tout un discours sur les relations modernes. 16 heures passèrent. 16h30 passèrent. 16h55. Julien fixait son téléphone. Appel. Il le commandait. Appel, bon sang. 17h. Le téléphone resta silencieux. À 17h01, son email avait sonné. C'était une notification de Sterling et Associés. Objet. Avis de saisie et de résiliation de bail. Cher Monsieur Miller, le délai de paiement est expiré. Miller Global Ventures LLC est maintenant en défaut. Conformément à l'acte de fiducie et au billet à ordre accéléré, le créancier Mary Miller a exercé son droit de prendre possession de la propriété de garantie 42 rue des Chênes. En outre, en tant que seul membre gérant de Miller Global Ventures LLC, votre autorisation de résider sur la propriété est par la présente révoquée, avec effet immédiat. Vous êtes maintenant considéré comme un occupant illégal. Veuillez quitter les lieux avant 9 heures demain, vendredi. Le service du shérif a été informé pour aider à une surveillance civile afin d'assurer le maintien de la paix pendant le transfert de possession. Julien avait laissé tomber le téléphone. Il avait claqué contre la bouteille de whisky. « Quoi? » avait demandé Sophie, arrêtant son va-et-vient. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Julien avait levé les yeux, le regard vide. « Elle l'a fait. Elle l'a vraiment fait. »« Alors, nous devons partir? » Non. Julien s'était levé, un éclat de rage ivre colorant ses joues. « Non, c'est ma maison. J'ai construit cette vie. Je ne vais nulle part. Qu'elle vienne, qu'elle essaie de me faire bouger. Je vais changer les serrures. Je vais barricader la porte. » Il avait couru vers la porte d'entrée et avait fermé le pain dormant. Il avait traîné un lourd fauteuil devant elle. « Julien, tu me fais peur, » avait murmuré Sophie reculant. « Nous restons, Sophie, nous nous accrochons. La possession, c'est les 9/10 de la loi. » Il se trompait. Dans une saisie commerciale, la possession n'est rien sans les papiers. Et Marie avait tous les papiers. Le vendredi matin, un soleil brillant et cruel s'était levé. La pluie avait cessé, laissant le ciel d'un bleu perçant. À 8h55, Julien dormait sur le canapé, toujours vêtu de son costume de la veille. Il s'était évanoui vers 3 heures du matin après avoir déblatéré pendant des heures. Sophie s'était enfermée dans la chambre d'amis. Bang, bang, bang. Le son était lourd, métallique et autoritaire. Ce n'était pas un coup de poing sur le bois. C'était un bâton sur l'encadrement de la porte. Julien s'était réveillé en sursaut, faisant tomber un verre vide.
Quoi? Bang! 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 Gendarmerie! Ouvrez! Julien s'était levé en titubant. Il avait regardé le fauteuil qui bloquait la porte. Il semblait pathétique maintenant à la lumière du jour. Ouvrez la porte, Monsieur Miller, ou nous forcerons la serrure. Julien avait écarté le fauteuil, ses muscles endoloris. Il avait déverrouillé le peigne dormant et avait ouvert la porte en grand. 2 gendarmes en uniforme se tenaient là. Derrière eux, un serrurier avec une trousse de forage. Et derrière lui, un Range Rover noir et élégant était garé dans l'allée, juste derrière la Porsche de Julien. La portière du conducteur s'était ouverte et une femme était sortie. Julien avait plissé les yeux. Pendant 1 seconde, il ne l'avait pas reconnue. Elle portait un tailleur crème sur mesure qui criait l'argent. Ses cheveux étaient d'un châtain riche et brillant, coupés en un carré net qui encadrait son visage. Elle portait des lunettes de soleil sombre. Elle ne ressemblait pas à la femme qui coupait des poivrons et coupait des coupons. Elle ressemblait à la PDG d'une entreprise qui écrasait d'autres entreprises pour le sport. Elle avait remonté l'allée, le gravier crissant sous ses talons. Elle s'était arrêtée à 3 mètres de la porte, flanquée de Cecil Sterling. « Bonjour, Julien », j'avais dit. Ma voix était froide, détachée. J'avais enlevé mes lunettes de soleil. Mes yeux n'étaient pas rouges d'avoir pleuré. Ils étaient clairs. « Marie », Julien avait râlé, « tu as amené les flics. » Les gendarmes avaient corrigé l'officier principal. « Nous sommes ici pour exécuter un acte de possession au nom du nouveau propriétaire. » C'est insensé. Julien avait bredouillé, regardant les gendarmes puis moi. « Marie, dis-leur de partir. On peut en parler. Tu ne peux pas me jeter de ma propre maison. » « Ce n'est pas votre maison, » avais-je dit, tirant un document de mon sac de marque. « C'est la propriété de Miller Global Ventures LLC. Et depuis hier à 17h01, j'en suis l'actionnaire majoritaire et l'unique créancière. Vous, Julien, n'êtes qu'un squatter. » Ah, gars! Je m'étais tourné vers le serrurier. « Veuillez changer les serrures des portes, avant et arrière immédiatement. » Eh, attendez! Julien avait fait un pas en avant, mais un gendarme avait posé une main sur sa poitrine. « Monsieur, reculez. Vous avez 10 minutes pour rassembler les articles essentiels. Effet personnel seulement. Les meubles restent. Les appareils restent. Tout ce qui a été acheté par la LLC reste. »« Sophie !» Julien avait crié à l'étage. « Sophie, descends !» Sophie était apparue en haut de l'escalier, traînant sa valise. Elle était déjà habillée, son maquillage parfait. Elle n'avait pas regardé Julien. Elle m'avait regardé. Elle était descendue portant son sac. Elle était passée juste devant Julien. « Sophie !» Julien avait demandé, tendant la main vers elle. Elle l'avait esquivée. Elle était sortie et s'était arrêtée devant moi. Je ne savais pas, Sophie m'avait dit. Sa voix était faible. Il m'a dit qu'il possédait tout. Il m'a dit que vous étiez folle. J'avais regardé la jeune femme. J'avais vu la peur, la réalisation qu'elle avait misé sa jeunesse sur un mensonge. Il ment, avais-je dit simplement. Vous devriez y aller. Sophie avait hoché la tête. Elle était allée à sa voiture, une Audi en leasing, avait jeté son sac dedans et était partie sans regarder Julien. Julien était resté seul dans l'entrée. Sa maîtresse était partie. Sa maison était partie. Sa dignité était partie. Marie, avait-il essayé à nouveau, sa voix se brisant. « Chérie, s'il te plaît, où suis-je censé aller? » J'avais levé les yeux vers lui. Vraiment, je l'avais regardé. Je me souvenais de la façon dont il m'avait regardé il y a 3 jours. « Tu as 30 minutes. Tout ce que tu laisses ira à la Croix-Rouge. Tu as 10 minutes, Julien, avais-je dit, regardant ma nouvelle montre Cartier. Je me dépêcherai. Tout ce qui n'est pas dans ta poche avant 9h15 ira sur la pelouse. Tu n'oserais pas. Julien s'était précipité. Il avait couru dans la chambre, leur chambre, et avait commencé à jeter des vêtements dans un sac de sport. Il avait saisi sa collection de montres. Il avait saisi son ordinateur portable.
Il avait couru à la salle de bain et avait emporté ses articles de toilette. Il avait regardé autour de la pièce. Les photos d'eux le jour de leur mariage avaient disparu. Marie avait dû les prendre, ou peut-être les avait-elle brûlées. C'est l'heure, avait appelé le gendarme depuis le couloir. Julien était descendu en courant, haletant, serrant 2 sacs. Il avait trébuché sur le porche. Le serrurier terminait déjà la porte d'entrée. J'étais debout près de la porte, tenant un nouveau jeu de clés en argent. Mes clubs de golf. Julien avait réalisé. Ils sont dans le garage. Le garage est fermé, avais-je dit. Vous pouvez déposer une requête auprès du tribunal pour récupérer les biens personnels restants. Cécile vous donnera les papiers. Cécile s'était avancée et avait tendu une carte de visite à Julien. Appelez mon bureau lundi, Julien. Nous fixerons 1 heure pour que vous veniez chercher vos vieilleries, à condition que vous puissiez vous permettre les frais de stockage. Julien m'avait regardé. Il voulait crier. Il voulait frapper quelque chose, mais il était petit. Il se sentait incroyablement petit. « Je suis votre mari », avait-il murmuré. « Parlez à mon avocate », avais-je dit. Je lui avais tourné le dos. « Officier, la propriété est-elle sécurisée? » « Tout est dégagé, madame, » avait dit le gendarme. J'avais mis la nouvelle clé dans la serrure. Elle s'était tournée avec un clic doux et satisfaisant. J'avais ouvert la porte. J'avais franchi le seuil. J'avais regardé en arrière une dernière fois. Julien se tenait près de sa Porsche, ressemblant à un enfant perdu. « Au revoir, Julien », avais-je dit. Et puis j'avais fermé la porte. Le son était définitif. À l'intérieur de la maison, c'était le calme. L'odeur du parfum de Julien persistait encore, mais elle s'estompait. Je m'étais appuyé contre la porte et j'avais laissé échapper un long soupir tremblant. « Tu vas bien ?» avait doucement demandé Cécile, debout dans l'entrée. J'avais ouvert les yeux. J'avais regardé le salon. Il avait besoin d'être peint. Sophie avait raison pour le beige. Il fallait que ça parte. Je le peindrais en bleu, un bleu roi profond. Je ne vais pas seulement bien. J'avais souri, et cette fois, le sourire avait atteint mes yeux. Je suis chez moi. 3 mois s'étaient écoulés depuis le changement des serrures rue des Chênes, et la pluie persistante de Paris était revenue. Mais pour Mary Miller, le temps ne semblait plus oppressant. Il ressemblait à un lavage purificateur. À l'intérieur de la maison, la transformation était totale. Les murs beiges, austères et stériles que Julien avait imposés, affirmant qu'ils étaient bons pour la revente, avaient disparu. À leur place, j'avais choisi un bleu marine profond et velouté pour le salon et un vert sauge doux et joyeux pour la cuisine. Les canapés en cuir italien inconfortables, sur lesquels Julien interdisait à quiconque de manger, avaient été vendus. Maintenant, la pièce était remplie de fauteuils en velours moelleux, de tapis persans chauds et d'étagères du sol au plafond remplis des romans que j'avais toujours voulu lire, mais que Julien avait jugé une perte de temps productif. J'étais debout à mon îlot de cuisine, battant des œufs pour une omelette aux épinards. Je fredonnais une douce mélodie, l'odeur du café frais emplissant l'air. Pour la première fois en 12 ans, mon estomac n'était pas noué par l'anxiété d'une critique imminente. Personne pour me dire que les œufs étaient trop secs, le café trop faible ou que je mâchais trop bruyamment. Mon téléphone avait vibré sur le comptoir en marbre, vibrant contre un vase de tulipes fraîches. Une notification s'était affichée à l'écran. Audience finale, 10h01. Je n'avais pas tressailli. Je n'avais pas senti l'ancienne boule de terreur s'ouvrir dans mon estomac. J'avais simplement rincé mes mains, éteint la cuisinière et marché vers l'entrée, où j'avais pris mon sac, un Birkin Hermès structuré en or classique, un cadeau que je m'étais offert le jour où le chèque de dividendes de la fiducie avait été compensé. J'avais marché jusqu'au garage où se trouvait la Porsche de Julien. Maintenant, l'espace était occupé par mon propre SUV Mercedes GLS blanc nacré. J'avais reculé de l'allée, les pneus crissant sur le gravier mouillé, et m'étais dirigé vers la ville. Le tribunal judiciaire de Paris était une forteresse de pierres grises et de lumière fluorescente, généralement un lieu de misère.
Mais aujourd'hui, j'avais traversé les détecteurs de métaux avec la prestance d'une reine entrant dans sa salle du trône. Julien était déjà à l'intérieur de la salle d'audience 4B. Il était assis à la table des défendeurs à côté de son avocat d'affaires, Pierre. Le changement dans l'apparence de Julien était choquant. L'homme qui passait 1 heure chaque matin à entretenir sa barbe et à choisir la cravate parfaite semblait maintenant effiloché. Sa veste de costume pendait lâchement autour de ses épaules comme s'il avait perdu 10 kilos de muscles. Sa peau, habituellement bronzée par les week-ends de golf, était d'un gris pâle et malsain. La rumeur voulait que depuis l'expulsion, il vivait dans un appartement d'entreprise exigu et meublé, et ses performances au cabinet avaient chuté en raison du stress du litige. Quand j'étais entré, flanqué de Cécile, le son de mes talons sur le sol en linoléum avait fait lever les yeux à Julien. Ses yeux s'étaient écarquillés. Il avait remarqué mon tailleur, mon sac, ma nouvelle coupe de cheveux et l'aura de pouvoir indéniable que je dégageais. Il m'avait regardé, non pas comme sa femme, mais comme une supérieure. Le greffier avait annoncé l'arrivée de la juge. Tout le monde se lève pour l'Honorable Judith Myers. La juge Myers était une femme sévère avec des lunettes acérées et une tolérance zéro pour les futilités. Elle s'était assise, avait ouvert l'épais dossier devant elle et avait jeté un coup d'œil par-dessus le bord de ses lunettes. Nous sommes ici pour finaliser la dissolution du mariage entre Mary Miller et Julian Miller, avait déclaré la juge Myers, sa voix résonnant dans le silence. Je crois comprendre qu'il y a des biens contestés et des motions en suspens concernant le soutien conjugal. Oui, votre honneur. Pierre s'était levé, lissant nerveusement sa cravate. Il avait l'air fatigué. Défendre Julian Miller avait clairement été une tâche épuisante. Mon client affirme que la saisie du domicile conjugal via la saisie de la LLC était irrégulière et prédatrice. Nous demandons que la maison soit remise dans la masse conjugale pour une répartition équitable. En outre, nous demandons formellement une pension alimentaire. Le style de vie de M. Miller a été considérablement affecté par le déplacement soudain et ses revenus ont souffert. Cécile s'était levée. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle ressemblait à un prédateur jouant avec une souris blessée. « Votre honneur », Cécile avait commencé, sa voix nette et professionnelle. La saisie a été exécutée strictement conformément au statut du contrat d'exploitation que M. Miller lui-même a rédigé et signé. Il s'agit d'une affaire commerciale close. La maison est la propriété de Miller Global Ventures LLC, qui est maintenant entièrement détenue par ma cliente. Ce n'est pas un bien matrimonial, c'est un actif commercial. Cécile avait fait une pause, jetant un coup d'œil à Julien avec un petit sourire glacial. Quant à la demande de pension alimentaire, nous sommes heureux de discuter des finances. En fait, nous aimerions introduire la pièce C en preuve. Cécile avait remis un dossier au greffier qui l'avait transmis à la juge. Monsieur Miller prétend à la pauvreté et aux difficultés financières, avait poursuivi Cécile. Cependant, lors de notre découverte de comptabilité légale, nous avons découvert que M. Miller détournait des fonds matrimoniaux dans un compte de crypto-monnaie caché sous le nom de Code DM Holdings depuis 5 ans. Il détient actuellement environ 600 000 € d'actifs non déclarés. Julien était devenu d'un blanc fantomatique. Il avait attrapé le bras de Pierre, son murmure frénétique. « Comment ont-elles trouvé ça? Tu disais que les cryptos étaient intraçables. Les experts comptables légaux valent chaque centime, Julien. » Avais-je murmuré de l'autre côté de l'allée, juste assez fort pour qu'il m'entende. Parce qu'il a délibérément dissimulé des actifs pour frauder la succession matrimoniale, avait dit Cécile à la juge. Nous demandons que la totalité de sa part de l'argent matrimonial restant soit confisquée à Mme Miller à titre de pénalité. Et concernant la maison, elle est partie. La juge Myers avait examiné les relevés bancaires dans le dossier. Elle avait secoué la tête avec dégoût. « Monsieur Miller, pensiez-vous vraiment que vous pouviez cacher un demi-million d'euros dans une procédure de divorce devant ma cour? Je l'économisais pour notre retraite, votre honneur, » avait balbutié Julien, des perles de sueur sur son front.
Je ne voulais pas que cela soit utilisé contre moi. Les contrats et les relevés bancaires ne se soucient pas de vos intentions, monsieur, avait claqué la juge Myers. Ils se soucient des faits. Vous avez rédigé un instrument au porteur. Votre femme l'a détenu. Vous avez fait défaut. La saisie est maintenue et la dissimulation d'actifs est une infraction grave. Julien s'était affalé dans sa chaise, vaincu. La maison était partie. L'argent caché était exposé. Il saignait. Cependant, Pierre avait tenté un dernier Hail Mary désespéré. Nous pensons que Madame Miller a récemment reçu un héritage important, une fiducie de sa défunte tante Margaret. Étant donné que cette fiducie a mûri pendant le mariage et que M. Miller a subvenu aux besoins du ménage pendant qu'elle l'attendait, nous pensons qu'il a droit à une partie de la plus-value. Julien s'était redressé. La fiducie. Il se souvenait des 50 000 euros. S'il pouvait simplement obtenir sa moitié, 25 000 euros, cela paierait ses frais juridiques. C'était quelque chose. Ah oui, Cécile avait souri, et c'était un spectacle terrifiant. La fiducie Marguerite Dupont. C'est un bien matrimonial. Julien avait insisté, sa voix montant de désespoir. J'ai payé les factures pendant qu'elles traînaient en attendant cet argent. J'ai géré les finances. En fait, avait dit Cécile, tournant une page dans son classeur, la fiducie est une fiducie de biens séparés stricts avec une clause de gaspillage en béton armé. Elle exclut spécifiquement les conjoints de l'accès. Et Julien, avant de vous battre trop fort pour votre épargne, vous voudrez peut-être savoir pourquoi vous vous battez réellement. Cécile avait fait un signe de tête au greffier qui avait projeté un document numérique sur le grand écran au mur. Le solde de la fiducie était mis en évidence en jaune vif. La pièce était devenue silencieuse. Julien avait plissé les yeux devant l'écran. Il avait cligné des yeux. Il s'était frotté les yeux et avait regardé à nouveau. 345 000 euros. Julien s'était figé. L'air avait quitté ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il avait fixé le chiffre, les virgules dansant devant ses yeux. 3 millions. Il avait étouffé sa voix qui se brisait. Tu m'as dit que c'était 50 000. J'avais pris la parole, ma voix claire et résonnant avec autorité. Je m'étais tourné pour lui faire face pleinement. Tu m'as menti pendant des années. Tu as essayé de me contrôler avec une allocation pour l'épicerie alors que j'étais, sans le savoir, millionnaire. Tu m'as fait mendier pour un manteau d'hiver. Si tu m'avais traité avec un minimum de respect, si tu ne m'avais pas jeté sous la pluie comme un déchet, nous partagerions ça maintenant. Nous serions en voyage à Saint-Barth. Julien m'avait regardé. La réalité l'avait percuté avec le poids d'un immeuble qui s'effondre. Il avait réalisé que dans son arrogance, son avidité et sa quête d'une maîtresse plus jeune, il n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait renoncé à une vie de facilité et de luxe absolu. Il avait jeté un billet de loterie gagnant parce qu'il voulait se sentir puissant. Je ne savais pas, avait murmuré Julien, son visage enfoui dans ses mains. L'ignorance, avait dit la juge Myers en levant son marteau, n'est pas une défense légale. Divorce prononcé. Les actifs cachés en crypto-monnaie sont attribués à Madame Miller à titre de pénalité pour non-divulgation. Aucune pension alimentaire n'est accordée. Le requérant est condamné à payer les frais de justice de la partie défenderesse. Affaire classée. Le marteau avait frappé un son sec et définitif qui signalait la fin de la vie de Julien telle qu'il la connaissait. Le soleil était aveuglant lorsque je suis sorti des portes du tribunal. L'air sentait la pluie et l'asphalte humide, mais pour moi, ça sentait la liberté. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand j'ai entendu des pas frénétiques derrière moi. « Marie, Marie, attends !» Je me suis arrêté près de la portière de mon SUV, mais je ne me suis pas retourné immédiatement. J'ai ajusté mes lunettes de soleil, prenant une profonde inspiration. « Marie, s'il te plaît !» Julien avait haleté, me rattrapant. Il avait l'air pathétique sous la lumière crue du jour. « On peut arranger ça. J'ai été stupide. J'étais stressé par la fusion. Je ne pensais pas clairement.
Mais 12 ans, Marie, 12 ans, ça ne s'efface pas juste à cause d'une erreur. Je t'aime toujours. Je me suis retourné lentement. J'ai baissé mes lunettes de soleil et les regardé. Vraiment regardé. J'ai cherché l'homme que j'avais autrefois aimé, l'homme que j'avais soigné pendant la grippe, l'homme que j'avais soutenu quand il n'était personne, il n'était pas là. Tout ce que je voyais, c'était un étranger désespéré et avide dans un costume bon marché. Tu ne m'aimes pas, Julien, ai-je dit doucement, ma voix dénuée de colère. Tu aimes que je sois en sécurité. Tu aimes que je sois gérable. Et maintenant, tu aimes que je sois riche. Ce n'est pas vrai. Julien avait plaidé, tendant la main vers la mienne. J'avais retiré brusquement la mienne. Je peux changer. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi rentrer à la maison. On peut tout recommencer. Tu m'as jeté dehors, Julien. Tu m'as donné 30 minutes pour faire mes valises après 10 ans de ma vie. Tu as amené une autre femme dans ma cuisine alors que j'étais encore debout. J'ai ouvert la portière côté conducteur. Mais je dois te remercier, ai-je dit, marquant une pause un pied dans la voiture. Julien avait cligné des yeux, une lueur d'espoir s'allumant dans ses yeux. Me remercier? Oui, si tu n'avais pas été aussi cruel. Si tu ne m'avais pas poussé dehors cette nuit-là, je n'aurais jamais trouvé ma force. Je n'aurais jamais ouvert ce coffre-fort. Et je n'aurais jamais réalisé à quel point ma vie est meilleure sans toi. Marie, ne fais pas ça. Au revoir, Julien. S'il te plaît, ne me contacte plus. Cécile a les documents d'ordonnance restrictive rédigés et prêts à être déposés si tu appelles ne serait-ce qu'une fois. Je suis monté dans le siège en cuir moelleux et j'ai claqué la portière. Le son était lourd et définitif. Le moteur a ronronné doucement, un bruit cher. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en m'éloignant. J'ai baissé les vitres, laissant le vent frais de Paris s'engouffrer, ébouriffant mes cheveux parfaits. Mais je m'en fichais. J'ai monté le son de la radio, une chanson pop que j'adorais, une que Julien avait toujours détestée, et j'ai chanté roulant vers la maison qui était enfin, vraiment et légalement, la mienne. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, que peut-être j'aurais pu faire les choses autrement, même si la colère était tellement forte. Mais j'étais si aveugle. Tout était si compliqué. Il y a tellement de nuances que même maintenant, j'ai du mal à démêler le vrai du faux, mes propres sentiments de ce que j'ai projeté sur Julien et ce qu'il a réellement été. C'est peut-être ça, la vie. Rien n'est parfait, rien n'est facile. On se construit, on se brise, on se reconstruit. Et tout n'est pas forcément rose, même si la fin semble joyeuse. Mais c'est ma vie, ma vérité et ma liberté. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de